au niveau de l'usage des biens. L'abonnement permet de bouger un peu l'intérêt des entreprises quant à la longévité du bien. C'est quelque chose qu'on a pu voir notamment avec Michelin qui s'était mis à la location de pneus pour les voitures dans certains pays d'Europe. Et on s'est rendu compte que la longévité des pneus s'était drastiquement améliorée grâce à ça. Parce que du coup, l'entreprise n'a plus intérêt à vous vendre un pneu qui va durer X 1000 km et après il va casser et vous allez pouvoir en revendre à nouveau. Mais quand c'est la location, l'entreprise a tout intérêt à faire un pneu qui va durer des milliers de kilomètres parce que du coup, vous n'aurez plus à vous embêter avec un nouveau pneu. Donc ça montre du coup que au niveau d'écologie, ça évite de faire un bien qui va devoir être recyclé après, dans le meilleur des cas, ou juste brûlé ou perdu, comme c'est le cas notamment pour pas mal de pneus en Europe. Et pour ça, c'est un avantage. Bonjour Edouard, Bonjour. bienvenue chez Flip. T'étais à Londres il y a quelque temps. C'est ça, ouais. J'ai passé 4 ans à Londres depuis la fin de mes études. Et je suis rentré à Paris du coup en juillet dernier. Et t'as fait quoi à Londres pendant 4 ans? J'ai travaillé à la fin de mes études, je suis parti bosser chez Deloitte, un cabinet de conseil, d'audit et de stratégie. Et je suis parti bosser là-bas en conseil en stratégie pour des banques d'affaires principalement, où j'ai fait 2 ans. C'était assez intéressant pour une première expérience. Et après, au bout de 2 ans, je suis parti bosser en interne pour le patron de Deloitte UK, où j'ai travaillé comme chef de cabinet pour lui. Donc c'était une sorte de bras droit pour l'aider dans son boulot. C'était une super expérience et je suis rentré du coup, comme je te disais, parce que je voulais vraiment essayer de lancer mon projet de startup. Tu sais ce que ça veut dire Flip? Non. Flip, c'est l'onomatopée de déclic. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on quitte Londres et Deloitte pour venir à Paris et monter un projet? Je pense que c'est la conjonction de plein de trucs différents. Le fait que depuis longtemps, je voulais vraiment le faire ça. Je voulais vraiment essayer de lancer un projet de boîte. Et je me suis dit un matin que c'était genre le bon moment d'essayer de se lancer et de le faire avant d'être trop vieux et d'avoir des enfants à charge, une femme et un emprunt à rembourser. Donc, je me dis que c'est le moment ou jamais de se lancer. Et le premier jour, on se lève à Paris. C'est quoi la première action qu'on fait pour monter sa boîte? Ça fait bizarre. Le premier matin, le lundi, où le réveil ne sonne pas, et il n'y a rien à faire, c'est un peu curieux. Je suis en colocation avec des amis à Paris. Et vers 9h et quelques, quand tout le monde est parti bosser et que j'étais seul dans le salon, ça fait un choc. Ça fait un choc, mais c'est cool. C'est un peu flippant parce qu'on se retrouve devant un océan de néant et d'opportunités potentielles, mais surtout de néant au début. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on se met seul face à soi-même et face un peu comment dire, à sa volonté et ses habitudes, quoi. Tu t'es organisé comment par exemple pour monter ta boîte? Ça a été quoi les démarches que tu as faites? La première chose que j'ai faite, moi, c'est de rencontrer un maximum de gens parce que je connaissais pas beaucoup de monde à Paris dans le secteur dans le monde d'entrepreneuriat et j'ai pas un gros réseau non plus. Donc j'ai sorti mon carnet d'adresses, mon réseau Facebook et mon réseau LinkedIn et j'ai essayé d'envoyer un maximum de messages à des potes et des potes de potes ou à des connaissances de boulot et d'essayer de voir qui me répondait pour prendre un café, pour discuter, pour échanger sur leur expérience. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu pas mal de retours, donc j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. J'ai bu beaucoup de café. Beaucoup de café et non, c'était beaucoup ça, c'était une super expérience de pouvoir parler avec des personnes, de se rendre compte de tous les différents profils qui existent, de tous les différents choix de carrière qui existent et d'arriver à faire un peu une sorte de carte de tous les différents choix du possible. C'était hyper enrichissant. Et les gens sont bienveillants quand tu les contactes via LinkedIn ou pour prendre un café? J'ai trouvé quoi, j'étais assez surpris du nombre de personnes qui m'ont répondu positivement. Quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que les gens sont assez contents de pouvoir parler d'eux. Et du coup, la démarche d'aller leur écrire pour leur dire que tu es intéressé par leur histoire, par leur parcours, et que tu as envie du coup d'en savoir plus sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font aujourd'hui, généralement les retours sont assez positifs. Je pense qu'il y a pas mal d'ego aussi là-dessus, de pouvoir se mettre un peu en avant. Ça fait toujours un peu plaisir d'avoir une personne qui te dit ah, je trouve votre parcours hyper intéressant et j'aimerais bien pouvoir en parler avec vous pour construire un peu ce que vous faites. Et non, du coup, j'étais vraiment surpris par tous les bons retours que j'ai eu là-dessus. Ça s'est passé comment la rencontre avec tes cofondateurs? Bah, c'était un peu un coup de chance à la base. C'était quelqu'un que j'avais rencontré par quelqu'un, par quelqu'un, par quelqu'un. C'était un peu un gros coup de chance. J'ai rencontré un cofondateur qui bossait sur un projet un peu similaire au début. On s'est tout de suite bien entendu et on s'est dit que ce serait intéressant de bosser ensemble. À la base, ils avaient un projet un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui du coup dans mon projet de boîte actuel, mais mais on s'est vite rendu compte du coup qu'il y avait des opportunités un peu plus grandes que ce qu'ils faisaient à l'époque et on s'est dit que ça pourrait être marrant de se lancer ensemble pour essayer de monter un projet.
Et d'ailleurs, on va parler de ton projet. C'est quoi ta boîte exactement? Alors nous, on lance Idyll. C'est une plateforme pour faciliter la gestion de nos abonnements. Grosso modo, on s'est rendu compte que la consommation par abonnement est assez présente dans nos vies. Au-delà du Netflix, du Spotify, on a tous des forfaits mobiles, des forfaits internet, des salles de sport, des abonnements à la télé, à la presse ou autre. Et que généralement, c'est souvent synonyme de galère. Les procédures de résiliation sont souvent assez compliquées. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui continuaient à payer les abonnements qu'ils n'utilisaient pas ou qui acceptaient de payer trop cher des abonnements parce qu'ils avaient la flemme de changer et la flemme de faire toutes les démarches. Du coup, on se dit que ça pourrait être intéressant de lancer une plateforme qui automatise toutes ces démarches et qui te facilite la vie pour que ce soit plus une galère d'avoir des abonnements, mais que tu puisses vraiment te consommer sans crainte d'oublier un abonnement avant la fin de sa période d'essai ou de t'engager sur un service que tu pourras jamais résilier parce que tu auras la flemme de le faire. Et moi, le premier, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, des abonnements que je traînais depuis longtemps et que j'avais vraiment la flemme de résilier. Et à chaque fois, je repoussais au mois d'après et je me détestais de faire ça, mais juste les procédures de résiliation, c'est vraiment ce que je mettais tout en bas de ma to-do list à chaque jour. Et après, j'oubliais, et après, le mois d'après arrivait et je repayais. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Donc, il y avait une opportunité là-dedans. Donc ça part d'un besoin que vous aviez tous en Ouais, fait. ça part d'un besoin qu'on avait tous. On a fait pas mal d'études au début pour essayer de comprendre si on était les seuls dans ce cas-là ou si c'était plus vaste que ça. Et le retour était vraiment. C'était assez impressionnant de voir que autour de nous, et autour des gens à qui on a écrit pour faire nos premiers sondages, vraiment tout le monde voyait ça comme une galère. Les gens ne savaient pas combien ils payaient en tout, ils ne savaient même pas comment résilier, ils avaient la flemme de le faire, donc ils acceptaient de payer pendant longtemps. Et les gens se résignent pas mal à s'abonner à des salles de sport qu'ils n'utilisent pas, à s'abonner à des services qu'ils n'utilisent pas de manière générale. Et quand on a vu que, du coup, que entre ces galères-là et le fait que le mode de consommation par abonnement va devenir de plus en plus présent dans la vie, on s'est dit qu'il y avait une opportunité de lancer un projet. Et vous êtes assis autour d'une table pour naître un projet, ou c'était quelque chose où tu prenais un café avec ces personnes-là et puis vous avez trouvé la bonne idée? C'est un peu les deux. On s'est d'abord dit que ça pourrait être intéressant de bosser ensemble parce qu'on a vu qu'on avait comment dire, une complémentarité dans nos compétences respectives entre la partie tech, la partie opérationnelle, stratégie, vision, etc. Et du coup, on s'est d'abord dit que ça pourrait être cool de bosser ensemble. Et après, on s'est mis sur une table en réfléchissant du coup à quels étaient les vrais problèmes derrière le mode de consommation par abonnement. On a fait pas mal de tests, on a fait pas mal de sondages, on a fait pas mal d'études, on a sorti le téléphone pour appeler beaucoup de personnes pour comprendre comment ils consommaient par abonnement. Et on a un peu listé tout ça. On a fait quelques premiers tests avec des mock-ups d'applications qu'on a pu tester autour de nous et les résultats étaient assez encourageants. Et après, on a créé des formulaires qui imitaient un peu notre site, mais du coup qui étaient hyper simples à lancer, où les gens du coup mettaient leurs abonnements et on les aidait à gérer manuellement leur compte pour voir où est-ce qu'ils pouvaient optimiser ou autre. Et les retours étaient hyper bons. Du coup, on s'est dit que ça valait le coup de se lancer et d'essayer de lancer ce projet-là. Selon toi, la bonne équipe pour monter une startup, c'est une équipe qui est complémentaire en termes juste de skill, en termes de compétences? Je pense un peu au début parce que lancer un projet, en tout cas dans les premiers mois, ça demande beaucoup de savoir un peu tout faire. Il y a une partie de savoir-faire, du coup, de compétences techniques ou opérationnelles qu'il faut avoir, mais je pense aussi, du coup, qu'il y a une grande partie qui est du savoir-être, plus d'avoir une mentalité un peu de débrouillarde, de se dire, bah voilà, si jamais je sais pas faire ça, bah je vais essayer de le faire. Vu qu'on n'est pas dans une grande boîte, il n'y a pas une personne qu'on peut appeler dans un service différent qui va savoir le faire pour nous. Et c'est quelque chose ce qui a fait qu'on s'était mis ensemble, c'était qu'on avait un peu cette même mentalité de se dire, bon, bah, je connais pas tout, mais ça va être marrant de se lancer, ça va être marrant d'apprendre, et puis ça va être marrant voilà, de découvrir du coup tout ce qui englobe un projet entrepreneurial au début. Et il y a une différence entre l'Edouard qui travaille chez Deloitte dans sa façon de travailler et celui qui est aujourd'hui entrepreneur et start-upper? Ouais, je pense pas mal, ouais. C'est un monde différent. Le monde du conseil, un monde où tu es en costard cravate tous les jours, la moindre action, il faut genre 10 000 réunions pour arriver à un accord. Il y a des process dans tous les sens. Ça a ses avantages et c'est parfois hyper frustrant. C'est-à-dire que la moindre idée que tu veux lancer, bah, tu peux pas le faire. Il faut d'abord demander l'avis à 10 personnes. Il faut faire des dizaines de réunions pour arriver à quelque chose de concret. Et du coup, c'est assez marrant d'avoir un peu les mains libres au début pour faire un peu tout ce qu'on veut. C'est à la fois cool et à la fois un peu flippant parce que du coup, il n'y a pas de fil de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mauvaise idée et si jamais on fonce tête baissée, on peut faire une mauvaise idée pendant assez longtemps. Et c'était un peu le cas au début où on se dit, bah tiens, je suis sûr que ça va être bien. Et on passe quelques semaines, une semaine ou deux à essayer de faire un projet et parce que personne nous dit non, c'est pas bien. Et c'est qu'en parlant aux clients, aux inscrits après, qu'on se rend compte qu'on a fait fausse route. C'est vraiment différent de travailler sans fil de sécurité et sans écosystème, sans N+1, N+2 qui nous disent fais ci, fais ça.
Ça change un peu. Et entre la mentalité anglaise que tu as pu voir et la mentalité française, il y a des écarts, des différences? Il y a pas mal de différences dans le mode de travailler. Une des choses qui m'a le plus choqué en arrivant à Paris, c'était rien que les heures de travail. Où en Angleterre, les gens arrivent vraiment très tôt le matin, vers 8h, entre 8h et 9h. Personne ne prend de pause déj, personne ne prend de pause café, pause clope. On travaille grosso modo non-stop de 8h jusqu'à 17h, 18h. Et à 18h00, tout le monde est parti. Et en France, j'ai l'impression qu'on a une mentalité un peu différente qui est où on prend plus le temps de travailler. On prend le temps de prendre une pause déj, on prend le temps de prendre une pause club, on prend le temps de parler de tout, de rien avec ses collègues de travail dans la journée. Et généralement, ça nous amène jusqu'à 19h ou plus de travail en semaine. Et c'était assez bizarre au début, parce que les premières semaines, j'étais en plus quand je suis arrivé en l'été l'année dernière, quand il fait beau dehors et qu'on est encore au bureau à 19h, alors qu'on a été habitué à pouvoir se partir à 17h30 pour aller profiter du soleil et aller pouvoir boire des pintes de bière dans le pub d'à côté, ça change un peu. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? C'est de partir à Londres après tes études ou le retour à Paris? Je crois que c'est un peu plus le retour à Paris, parce que je suis parti à la fin de mes études en me disant que dans tous les cas, je connaissais pas vraiment Paris, donc j'ai rien quitté pour de vrai. Je me suis dit, ça va être une expérience que je connais pas, ça va être quelque chose que je voyais comme hyper enrichissant, hyper intéressant au début. Et j'ai construit des choses là-bas, j'ai construit des amitiés, un travail, des relations, un réseau professionnel. Et c'était dur de quitter tout ça pour repartir de zéro à Paris. Et, euh, et c'était même un peu flippant même. Mais, euh, mais non, je suis content aujourd'hui, c'était une super expérience de pouvoir travailler à Londres. Je le recommande vraiment de pouvoir partir à l'étranger. Je pense que ça aide à former différents mindsets de travail, voir d'autres horizons, voir comment d'autres personnes peuvent travailler dans d'autres environnements, d'autres cultures. On va revenir à ton cœur de métier, donc les abonnements. Aujourd'hui, l'abonnement, c'est la nouvelle mode de toutes les boîtes. On voit Spotify, Apple, et même Ikea, il paraît, d'après ce que tu me disais en off tout à l'heure. Ouais, c'est quelque chose du coup une des raisons qui a fait qu'on s'est lancé là-dedans, c'est que la consommation par abonnement, elle est vraiment en plein boom depuis quelques années. Parce que ça a pas mal de vertus à plusieurs niveaux. Premièrement, pour l'utilisateur, dans les générations un peu plus millennials qui arrivent sur la consommation aujourd'hui et sur le marché aujourd'hui, on bouge plus d'une économie d'un désir de propriété de biens comme on avait il y a 20 ans, 30 ans, que ce soit avoir une voiture, avoir un meuble qui soit les siens, vers une économie un peu de la jouissance d'un service. On préfère pouvoir se déplacer du coup dans Paris ou en France, mais sans avoir de voiture qu'on a achetée. Pour reprendre l'exemple d'IKEA, par exemple, qui s'est mis à l'abonnement il y a pas très longtemps. Les offres que propose IKEA, où du coup on peut changer de mobilier tous les 6 mois ou tous les ans, sans rien avoir en propriété, ça paraît peut-être plus intéressant pour eux. C'est une volonté de pouvoir avoir tout de suite, sans forcément payer le prix fort et acheter un service ou un produit à un prix fort, mais plus pouvoir accéder directement à la jouissance de service. Donc ça s'est vu avec Netflix, avec les films, avec les films et les séries, c'est vu avec Spotify ou autre, ça se voit avec les jeux vidéo demain où les entreprises comme Facebook, comme Google ou Apple vont se mettre. Et derrière, ça se voit du coup avec, comme on l'a dit, avec les Ikea ou autres qui s'y mettent de plus en plus. Tu me disais tout à l'heure que c'était à cause que les millennials voulaient vivre une expérience, c'est ça, instantanée. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vertu qu'est-ce que ça apporte d'autre? Parce que finalement, tu perds à la fin. Quand tu arrêtes ton abonnement, tu plus rien. C'est le trade-off un peu entre du coup la propriété et la jouissance, mais on a vu notamment une entreprise avec qui on a pu parler un petit peu qui fait de la location de téléphone mobile, où eux, leur modèle, c'est de se dire que plutôt que d'aller acheter le dernier iPhone 800 €, 900 €, on va vous le louer on va le louer autant de temps que vous voulez, contre 20 € par mois, 30 € par mois. Et en effet, d'un côté, le téléphone, il est pas à soi. Et dans 2 ans, le téléphone, quand on va le rendre, quand il est à nous, on va le mettre dans un tiroir, il servira plus jamais. Et puis, mais ça reste le nôtre. Donc, ce qui a un côté un peu intéressant. Mais pour un téléphone mobile, passer 2 ans, l'intérêt, il est assez limité. Alors que si on peut avoir une location de téléphone mobile et que tous les mois, on peut changer pour passer du coup, à l'iPhone dernière génération, qu'on ait en plus une assurance qui va avec, qu'on a en plus un service en cas de casse ou en cas de problème, bah, c'est une offre qui est tout de suite plus avantageuse pour l'utilisateur, en tout cas dans la génération d'aujourd'hui, que le fait de pouvoir payer du coup 900 € dès le début pour un téléphone qui sera obsolète au bout de 2 ans. Donc pour les utilisateurs, il y a un vrai attrait de l'abonnement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour les entreprises, c'est aussi un bénéfice parce que grâce à l'abonnement, elles vont pouvoir prévoir leur cash flow de manière plus fréquente, de manière plus précise, pardon. Elles vont pouvoir estimer plus précisément du coup leurs dépenses, leurs revenus, euh, avoir des gestions de stock qui sont du coup beaucoup plus saines et beaucoup plus faciles à prévoir.
Et pour elles, du coup, c'est un vrai avantage. Et c'est pour ça que depuis 2016, à peu près un tiers des startups en France qui se lancent se basent sur le modèle de l'abonnement. C'est des chiffres qui étaient jamais vus avant et donc qui montrent que demain, de plus en plus d'entreprises veulent s'y mettre parce que ça leur permet d'avoir des gestions beaucoup plus simples de leur entreprise. Et enfin, dernièrement aussi, là, on pense que c'est un avantage, c'est même au niveau de l'environnement, au niveau de l'usage des biens. L'abonnement permet de bouger un peu l'intérêt des entreprises quant à la longévité du bien. Premièrement, donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir avec notamment avec Michelin qui s'était mis à la location de pneus pour les voitures dans certains pays d'Europe. Et on s'est rendu compte que la longévité des pneus s'était drastiquement améliorée grâce à ça. Parce que du coup, l'entreprise n'a plus intérêt à vous vendre un pneu qui va durer X 1000 km et après il va casser et vous allez pouvoir en revendre à nouveau. Mais quand c'est la location, l'entreprise a tout intérêt à faire un pneu qui va durer des milliers de kilomètres parce que du coup, vous aurez plus à les embêter avec un nouveau pneu. Donc ça montre du coup que au niveau d'écologie, ça évite de faire un bien qui va devoir être recyclé après, dans le meilleur des cas, ou juste brûlé ou perdu, comme c'est le cas notamment pour pas mal de pneus en Europe. Et pour ça, c'est un avantage. Et ça s'est vu aussi notamment avec un exemple qu'on a donné il n'y a pas très longtemps, avec les ampoules, bon, ça peut être un peu débile, mais une personne à qui on parlait du coup du projet qui m'a raconté que aujourd'hui la plus vieille ampoule, une des premières ampoules qui a été créée il y a plus d'un siècle, fonctionnait encore aujourd'hui, ce qui est le cas de quasiment aucune ampoule qu'on achète dans la consommation aujourd'hui. Et cette personne m'avait dit un peu que selon elle, si on louait nos ampoules plutôt que de les acheter, on serait prêt à parier que la durée de vie moyenne d'une ampoule serait considérablement augmentée. Et donc du coup, pour nous, le mode de l'abonnement, c'est pas mal de vertus pour les différents acteurs d'une économie. Et on pense, et les études aujourd'hui montrent que du coup, demain, ce mode de consommation va être de plus en plus présent dans la vie. Mais ce mode de consommation de l'abonnement, finalement, est-ce que ça coûte pas plus cher aux consommateurs? Les premières études qui ont été faites sur la consommation aux États-Unis des livraisons de nourriture, de plein de nourriture hebdomadaire par exemple, pour les foyers, ça s'est traduit par une économie de pouvoir d'achat. Parce que au final, en prévoyant à l'avance tous ces repas de la semaine avec des produits qui sont du coup bien adaptés à ses besoins, on a beaucoup moins de gâchis, du coup, on a moins de pertes. L'entreprise peut prévoir à l'avance du coup ses revenus, donc elle permet d'avoir des coûts plus bas qui sont généralement pour une partie transmis sur l'utilisateur. Et donc rien que sur cet exemple-là, on a pu s'apercevoir que en consommant par abonnement et en consommant de manière fréquente auprès du même opérateur, auprès de la même entreprise, on pouvait arriver à avoir des économies de pouvoir d'achat. Donc ça pourrait aussi, du coup, en toute logique, se mettre sur d'autres créneaux au-delà de la vente de nourriture et d'atteindre d'autres secteurs de l'abonnement qui seront demain en place. Avant de lancer ta boîte, tu connaissais l'univers des abonnements? Pas des masses. Je connaissais parce que j'étais une des personnes qui a beaucoup d'abonnements qu'il n'a pas résilié, qui a beaucoup d'abonnements dont il oublie l'existence et qui se rend compte passer 12 mois en voyant ses dépenses qui se prélevait 9 euros pour un service qu'il pensait avoir résilié il y a longtemps. Mais je pensais pas que c'était aussi autant en plein boom, que c'était autant un secteur qui était en croissance. Et c'est qu'en s'attelant sur le projet avec mes cofondateurs qu'on s'est rendu compte de l'opportunité qu'il y avait. Et vous avez monté le projet en 3 mois, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, on s'est rencontrés en septembre. On a commencé à bosser, comme je vous disais, on a essayé de faire pas mal d'études de sondage, d'études de marché sur la consommation par abonnement. On a fait nos premières maquettes, on a fait nos premiers tests via des formulaires pour permettre de bien estimer le besoin qu'avait notre cible de consommateurs. Et on s'est lancé début janvier avec Ideal sur une plateforme web et réactive sur mobile. Et on travaille dessus à l'amélioration du site depuis janvier. On a de la chance d'avoir pas mal de personnes qui sont impliquées dans le projet, qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages quotidiennement pour nous parler du projet, pour nous donner des idées de fonctionnalités qu'ils voudraient avoir en plus, pour nous faire des feedbacks positifs ou négatifs sur certaines fonctionnalités qu'on lance. Et je pense que c'est aussi en lien avec le fait que l'abonnement est tellement un problème pour les gens que du coup, ils voient avec beaucoup de bienveillance notre projet. Et pour nous, c'est une force qui est super parce que ça nous permet vraiment d'avoir des personnes qui nous donnent des feedbacks instantanés à chaque fois qu'on fait une nouvelle fonctionnalité, qui nous donnent des feedbacks au quotidien sur notre projet et qui même nous encouragent à continuer. Et quand on lance un projet au début, avec l'incertitude que ça peut donner d'avoir un projet d'entrepreneuriat, c'est chambé d'avoir des personnes qui puissent juste envoyer un message de temps en temps pour dire ok, ce que vous faites c'est génial, j'adore le concept, j'adore l'idée. Ça donne un peu du baume au cœur le matin
quand on est en train de régler le même problème depuis 5 heures et que le moral est un peu bas. Vous recevez des feedbacks. Par exemple, si on vous propose différentes fonctionnalités que vous pouvez ajouter, comment vous sélectionnez celles que vous allez garder, celles que vous allez mettre de côté? On a un process en interne où on liste tous les feedbacks qu'on reçoit. On essaye de mettre un peu des petites barres à chaque fois que quelqu'un me met une idée. Si elle est nouvelle, on la rentre dans le fichier. Et si jamais elle a déjà été donnée, on remet une sorte de barre de plus pour compter les nombres de personnes qui l'ont demandé. Et du coup, avec ça, on essaie de prioriser un peu les besoins de l'utilisateur en termes de fonctionnalité. Et à ça, on adosse la complexité technique que ça va être de les lancer. Et du coup, on a une sorte de petite carte une sorte de petite map où on essaie de regarder du coup ce qui est le plus rapide et le plus demandé. Et on priorise d'abord ça avant de passer au suivant. Et du coup, ça nous aide pas mal parce que pour l'instant, on a encore plein de trucs à ajouter. On a des milliards de bonnes idées qu'on reçoit pour notre projet, mais ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de pouvoir se dire que quand on lance une nouvelle idée, c'est parce que les gens nous l'ont demandé et parce qu'on s'est dit, bah, je pense que ça pourra marcher. Ça nous permet au moins d'avoir beaucoup moins de fonctionnalités inutiles qu'on lance dans. L'Edouard d'aujourd'hui, s'il avait un conseil à donner à celui qui est sorti d'école, ce serait lequel? Je pense qu'un des conseils que je pourrais donner, c'était que j'ai peut-être passé beaucoup trop de temps au début à essayer de suivre un plan de carrière qui était celui que je devais faire parce que c'était ce que donnaient mes parents ou ce qu'entendait je sais pas, mon école ou les gens autour de moi, enfin l'environnement. Et du coup, j'ai un peu suivi par défaut des choix un peu mécaniques tous mes choix jusqu'à il y a 8 mois en me disant bon, ça c'est la prochaine étape, ça c'est la prochaine étape, ça c'est la prochaine étape. Et c'est qu'il y a 6 mois quand j'ai posé mes démissions que je me suis vraiment dit bah là je fais un truc qui m'intéresse. Et puis tant pis si je me casse la gueule, au moins ça sera mon choix et pas quelque chose que j'aurais fait parce que on m'a conseillé de le faire quoi. Et je trouve que c'était une super expérience de ne pas commencer directement en entrepreneuriat, mais bon, peut-être que c'était des choix que j'avais fait aussi à l'époque du coup pour faire plaisir à d'autres personnes que moi. On va terminer ce podcast. J'ai 3 questions. Alors, l'invité d'avant a appelé ça le fast and flip. Donc, si je te dis entre propriété et abonnement, tu choisirais? Abonnement évidemment. Si je te demande la prochaine personne que je devrais avoir en podcast en tant qu'invité, ça serait qui? Bah, ça serait peut-être Paul Robinson qui était mon ancien boss qui dirige Deloitte à Londres. Parce que ça me ferait marrer de le voir sur des questions un peu plus start-up que les projets qu'il a l'habitude de gérer dans son boulot. Ton plus grand échec? Mon plus grand échec, je pense que c'est un des projets que j'avais géré du coup dans mon ancien boulot où j'avais passé pas mal de temps à essayer de lancer un projet en interne, une sorte d'application qui pouvait scanner les cartes de visite pour permettre de les mettre dans le système de CRM qu'on avait. Et j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus pour me faire recaler dans un meeting que j'avais pour essayer de lever de l'argent sur le truc. Donc c'était un gros fail et j'aurais pu rester chez moi, manger des cookies, ça aurait été pareil, ça servait à rien. Mais t'as appris des choses? J'ai appris des choses, ouais, j'ai appris des choses. De pas se mettre tête baissée dans un projet sans en avoir parlé avant et que j'aurais pu économiser beaucoup de travail, d'énergie plutôt que de travailler là-dedans. Entre Deloitte et être entrepreneur. Être entrepreneur. Et en fait, j'oubliais, c'est quoi ton prochain grand flip? Mon prochain grand flip, je pense que ça va être d'essayer de lever de l'argent avec notre entreprise et d'essayer de passer à l'étape suivante et de passer d'une équipe de 5-10 personnes à une équipe plus grande et essayer d'être la plateforme de référence pour gérer nos abonnements. Tu peux rappeler le nom de ta startup? Ideal. Alors attention, ça s'écrit IDEEL. On n'a pas choisi le meilleur nom pour passer pour un podcast, que c'est généralement, à chaque fois qu'on en parle, on reçoit 10 écritures potentielles différentes, mais ça s'appelle Ideal. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. Et bon courage pour la suite. Merci. C'était Flip. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand?